Ça vous a plu la dernière fois, donc on refait la même chose ce lundi, un CQFR spécial à 3 où on va débriefer toutes les séries. Alors, vu que toutes les équipes sont encore engagées, sauf une ou deux maintenant, il y en a une qui est qualifiée, l'autre qui est déjà éliminée. On a eu notre premier sweep, c'était ce week-end, c'était quand? C'était vendredi soir, je me souviens plus, vendredi soir. On va revenir un par un sur les séries, mais on va pas commencer par le Thunder. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'un des bangers de la nuit dernière, ou plutôt de la soirée, celui entre Minnesota et Los Angeles, avec la victoire des Timberwolves 116-113, troisième victoire en 4 matchs pour Minnesota. Je vais juste d'abord commencer. Je vous avoue, les gars, que ça fait 2 ans de suite quand même que je sous-estime cette équipe des Wolves. Faut que je fasse un mea culpa. Ça fait 2 ans de suite qu'au premier tour, je vois Minnesota sortir. Alors déjà, contre Phoenix, je ne sais pas comment j'ai pu. L'an dernier, c'était une erreur terrible. Cette année, je pensais que ça serait serré. Je pensais que Minnesota était une équipe difficile à manœuvrer, mais je pensais quand même que les Lakers allaient s'en sortir. Et non, Minnesota est très, 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 très fort. Qu'est-ce qu'ils finissent bien? Enfin, les matchs. Alors, je sais pas si c'est Minnesota qui finit bien ou si c'est les Lakers qui s'effondrent à chaque fois, mais cette équipe, elle a encore utilisé les ingrédients en partie de l'année dernière, puis un peu qu'on a vu avec plus de parcimonie, on va dire, en saison régulière, mais cette ténacité, ce sang-froid et ces bonnes prises de décision, même chez Anthony Edwards, par exemple, qui était c'était une des interrogations. Il arrive à prendre de bonnes décisions. Le groupe, le collectif est très, très dur dans les moments importants. Ouais, mais même, en fait, il n'y a pas que toi qui les a sous-estimés. Je pense que l'adversaire aussi, les Lakers, ça fait qu'on se dit, avec le talent qu'il y a, logiquement, ils devaient prendre le dessus, avec le classement en saison régulière aussi. Et au final, on a peut-être oublié que, même si on a un peu prévenu, que défensivement, sur des séquences, ils sont incroyables, et qu'en plus, il y a du talent. C'est pas juste une équipe qui défend fort. Là, le match d'hier, pour ça que je disais que c'était aussi en partie les Lakers qui se sont effondrés. Ils avaient quand même les cartes en main, à mon sens. Ils avaient quand même 10 points d'avance pour démarrer le 4e quart-temps. J'ai eu l'impression de voir des Lakers essoufflés, crevés à la fin. Redick n'a pas sorti son 5 en deuxième mi-temps. Luka a beau avoir marqué 38 points, c'était c'était une perf à 38 points un peu trop en mode soliste. Il n'y a pas eu assez de partage du ballon, à mon sens. Enfin, voilà, j'ai dit un peu les trucs en vrac, mais ouais, vraiment, tu as raison, cette équipe de Minnesota, elle est impressionnante. Avant de parler des Lakers, je vais partir sur les Wolves quand même pas. Effectivement, leur rendre leur fleur. Et honnêtement, je pense que Chris Finch est l'un des entraîneurs les plus sous-cotés de la ligue. Parce qu'en fait, je trouve qu'il est... Moi, souvent, en fait, ce que j'apprécie chez les entraîneurs, c'est les coachs qui sont capables de s'adapter. Finalement, il a coaché une équipe où il y avait juste un grand avec Karl Anthony Towns, c'était une bonne équipe. Ils ont fait venir Rudy Gobert, il a trouvé une manière de fonctionner. Alors, pas tout de suite, mais ça a pris un petit peu de temps. Mais finalement, il a trouvé le moyen de faire fonctionner ça. Karl Anthony Towns est parti, on a fait venir Julius Randle, il a trouvé le moyen de faire fonctionner ça. Et là, en playoff, en fait, avec Chris Finch comme coach, les Wolves, je trouve que c'est une équipe qui déjoue pas. C'est-à-dire que, bien sûr, ils peuvent avoir des mauvais passages, mais au bout du compte, c'est pas une équipe qui va se battre par elle-même en faisant mauvais choix après mauvais choix, qui va enchaîner les mauvaises rotations. Et c'est aussi un coach qui, je trouve, a la capacité de faire le dos rond et de pas se laisser prendre la tête par le storytelling et les hot takes. Et parfois, c'est pas si simple que ça. Alors, peut-être que c'est plus facile quand t'es à Minnesota et que t'es pas à New York ou que t'es pas à Los Angeles, mais je vais prendre juste l'utilisation de Rudy Gobert, que je trouve très bon dans cette série, en fait. Et tu vois, même quand il se prend Rudy Gobert, quand tu es le meilleur défenseur de ton équipe, ça veut dire que tu vas te prendre des paniers sur la tête. Qui que tu sois, en fait. Tu vas te prendre des paniers sur la tête parce qu'il y a un moment, c'est toi qui vas devoir venir faire l'aide, ou etc. Et Rudy Gobert, il en prend, ça n'a pas l'air de l'affecter plus que ça n'a pas l'air d'affecter ses coéquipiers plus que ça n'a pas l'air d'affecter Chris Finch plus que ça. Et encore une fois, on en parle entre nous la dernière fois, là, mais si tout ce que tu peux donner à Luka Doncic pour faire la une du buzz, c'est des tirs à 3 points ou à 2 points contestés par un mec de la taille de Rudy Gobert, eh ben c'est la vie. C'est comme ça. C'est pas un problème. Et franchement, hier, j'ai trouvé que finalement, ce qui avait donné la victoire à Minnesota, et puis on pourra reparler des Lakers, c'est qu'en fait, Minnesota a fait ce qu'il devait faire du début à la fin. Ils ont utilisé leurs atouts de la bonne manière du début à la fin. Il y a un Julius Randle, lui aussi, qui a beaucoup approuvé. C'est un mec qui a été tradé et qui est très bon dans cette série. Moi, je le trouve très bon, en fait. Dans son registre,
c'est la meilleure version de Julius Randle que tu puisses espérer, en fait. Il est juste dans le rôle qu'il doit être en fonction de son potentiel. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé par Chris Finch, parce que finalement, c'est souvent les qualités qu'on va reconnaître à Eric Spoelstra, par exemple, savoir tirer le meilleur de ses joueurs et les mettre dans des rôles dans lesquels ils peuvent vraiment briller. Je trouve que c'est la même chose avec cette équipe des Wolves. Donc, Randle, historiquement, en playoff, c'est compliqué. Hein. Ça faisait partie des interrogations aussi. Et ses stats, elle baisse de manière spectaculaire. Là, t'as raison de le souligner. Moi, je suis content pour lui parce que c'est un joueur que j'aime bien en plus. Il est bien utilisé et c'est à mettre aussi au crédit de Chris Finch. Moi, pour rester un petit moment sur Minnesota, McDaniels, quand il est fort, il y a des petites irrégularités en cours de saison, mais quand il est fort, il est vraiment, vraiment très fort parce que c'est un two-way player. Il met un panier décisif dans le match d'hier. C'est panier avec la faute, c'est ça, juste à 40 secondes de la fin, il fait panier avec la faute. Il y a des actions aussi défensives où je le trouve incroyable. C'est un peu leur facteur X, je trouve sur cette série. Non, mais offensivement, moi, c'est ce que j'allais venir là-dessus. En fait, je pense que Minnesota, là, me semble bien plus fort en attaque que ce qu'on aurait pu imaginer. Parce qu'Anthony Edwards est le meilleur joueur sur le terrain. C'est vraiment le meilleur. Donc, on dit souvent. Alors, il y a une série où le meilleur joueur n'est pas celle qui fait pas partie de l'équipe qui va passer. C'est une série à l'Est. Mais sinon, là, Anthony Edwards, c'est le meilleur joueur sur le terrain et ça fait vraiment une différence parce qu'effectivement, il y a du talent aux Lakers. Mais Edwards se balade tellement bien plus que ce que Doncic lutte pour mettre ses paniers. On le sait, voilà, Minnesota, on sait que c'est une bonne défense. Même si au final, les Lakers, je trouve, arrivent à trouver plein de bons tirs, tu vois. Il y a un bon spacing, Luka, il prend ses tirs, LeBron, il prend ses tirs. Mais par contre, derrière, Anthony Edwards, il est tellement insaisissable qu'il arrive à créer tellement d'espace pour tout le monde. Et la qualité du shot-making d'Anthony Edwards, c'est fou. Là, hier, dans le 4e quart-temps, il y a des 3 points difficiles. C'est pur et tout rentre. Il est très, très fort. Il met 43 points dans le match d'hier. Il est à 30 points et quasiment 6 ou 7 passes de moyenne depuis le début de la série. Même bon, c'est que 4 matchs, mais quand même, Edwards est incroyable. Et derrière, les autres suivent. Randle, vous l'avez dit, Randle, il bully quand il faut bully. Il met des shoots. Et Jaden McDaniels, je pense que personne avait prévu que Jaden McDaniels... Parce que oui, McDaniels, il est fort, mais il n'a jamais été à ce niveau en attaque. Il a fait 2 matchs à 30 points sur la série. Il n'a jamais été aussi fort que ça en attaque. Il est à 60% quasiment de réussite au tir. Il met des 3 points, il met des 2 points. Il met des 2 points, Jaden McDaniels. Il met des shoots à 2 points, des mi-distance. Il fait des drives. Ça, on ne l'a jamais vu. Et c'est effectivement, je pense, Shai, tu as raison, l'énorme facteur X de cette série. Tu rajoutes DiVincenzo qui est maladroit, tu vois, mais qui est quand même capable d'avoir un peu de bounce et de mettre des tirs quand il faut. Et Naz Reid, qui lui, effectivement, va mettre des shoots. Naz Reid, là, je regarde, il a 52% de réussite à 3 points sur les 4 premiers matchs de la série. Tout ça, c'est des... Les gars répondent présent au moment où il faut, en fait. Et là, les Timberwolves, bah ouais, c'est ça. C'est important, on joue. Et je pense qu'on peut vous amener sur les Lakers. Moi, je vais être honnête avec vous. Je suis déçu, en fait. Je sais que c'est une saison... Enfin, on s'est dit, voilà, il vient d'avoir le trade, etc. Mais moi, je suis un peu déçu de ce que je vois, en fait, de la part de Los Angeles. Je vois un jeu lent, plein de fois. Et c'est pas... Parce que, tu vois, c'est pas forcément ralenti toujours des fois. Oui, la montée de balle, elle est un peu ralentie par McDaniels, mais il n'y a pas que ça, en fait. Je vois un jeu un peu lent. Je vois un coach qui n'a pas fait sortir du tout son 5 en deuxième mi-temps avec des mecs cramés qui ont enchaîné. Ils ont perdu des ballons tellement bêtes sur des passes, des trucs et tout. Je suis déçu. Honnêtement, je suis déçu. Je suis un peu déçu. Moi, j'ai du mal à utiliser le terme déçu parce que je trouve qu'il y a un contexte qui est quand même particulier dans le match 3 là où où Doncic est malade. Ça joue énormément, quoi. Vraiment, tu vois c'est déjà limite surprenant qu'il puisse tenir sa place. Et le match d'hier, il faut en parler quand même. Je capte pas le sens que ça a de faire jouer ton 5 toute une mi-temps quand ton meilleur joueur, parce que tu disais Anthony Edwards était le meilleur joueur sur le terrain. Pendant 3 quarts temps, c'était LeBron James, le meilleur joueur sur le terrain. Ouais. Il a 40 ans, tu peux pas en demander autant, sachant qu'en première mi-temps, il est sorti 4 minutes, un truc comme ça. Là c'est vraiment... Après... 2 minutes. 2 minutes. Les deux ont joué 46 minutes, Luka et LeBron ont joué 46. Honnêtement, ça n'a pas de sens. Alors voilà, JJ Redick, tu en as parlé à plusieurs reprises, Antoine, c'est déjà un des meilleurs coachs de la ligue, je pense. C'est vraiment un excellent coach. Ça reste un jeune coach. Ça, c'est une erreur. Tu peux pas faire ça, en fait. Tu peux pas le faire face à une équipe qui est aussi dynamique que les Wolves le sont. Et tu parlais, tu vois, de DiVincenzo, par exemple.
en fait, son pourcentage, c'est comme Caruso. Tu t'en fous, en fait, de son pourcentage. Parce qu'il va t'amener tellement d'énergie. C'est-à-dire qu'il va venir défendre, il va faire une faute qui va être dure, il va t'obliger à faire un close-out en speed parce que c'est quand même un mec que tu dois respecter. Et en fait, rien que ça t'use, en fait. Quand t'es une équipe comme les Lakers, qui est quand même pas en forme pour Luka Doncic, là, il était malade, voilà, avec une saison qui a été compliquée. LeBron qui est usé. Et derrière, un Austin Reeves qui est petit et en plus pas particulièrement en réussite. Là, il faut que tu trouves des ressources qui viennent de ton banc pour soulager tes meilleurs joueurs pour qu'ils puissent prendre le match sur la fin. Parce qu'hier, honnêtement, ça se joue, c'est là-dessus, en fait. Je te rejoins, Shai, en fait. Les Lakers avaient les cartes en main pour prendre le match, mais ils n'étaient pas en capacité de le faire. Pas face à une équipe aussi sereine, avec une star aussi forte. Et effectivement, sur les 48 minutes, si tu prends les 48 minutes du match, bah, c'était Anthony Edwards, le meilleur joueur hier sur le terrain. Et je pense que voilà, ça fait partie de l'apprentissage d'un entraîneur. Tu prends des paris et c'est que tu prends un risque. Mais là, ça n'a pas été un pari, gagnant. Et honnêtement, je continue de pas vraiment comprendre pourquoi il a pris ce pari. Et même, tu vois, avant ce match-là, alors j'ai conscience que Dalton Connect est un rookie. Que même, tu vois, finalement, sur sa saison rookie, il a parfois montré il a fait plus d'erreurs que je n'aurais imaginé vu l'âge qu'il a. Mais il y a un moment, quand tu manques autant d'adresse à 3 points, tu vois, j'étais étonné en fait qu'il n'y ait pas un moment où il le lance, ne serait-ce que 3 minutes, un moment, parce que tu as besoin de marquer des points. Et là, tu as resté toute une mi-temps avec ton 5. Là, c'est pas. C'était les Celtics, tu le tentes, ta rigueur si tu peux, mais les Lakers ne peuvent pas se le permettre. Et LeBron, tout surnaturel qu'il est à 40 ans, moi je l'ai trouvé fatigué dans le 4e. Hein. Il ne pouvait plus. Il pouvait plus du tout. Il prend quasiment pas de tir, il perd des ballons. Il y a une remise en jeu où il se fait intercepter. Enfin, il a vraiment semblé cramé. Et Luka, qui était lui-même cramé, du coup, prenait l'essentiel des tirs. Ça manquait de cohérence un peu. Voilà, c'est dommage. Et c'est pour ça que c'était assez inexplicable. Puis c'est pas, j'ai pas forcément de meilleure solution à proposer à Redick, mais c'est vrai qu'entre Connect, les Gabe Vincent, qui n'était pas sur son passage, il n'a pas été incroyable, mais Vanderbilt pour la défense, c'est dommage que ça ait dû se faire comme ça parce que ils avaient vraiment, je trouve, le contrôle sur le match. Je l'ai dit, LeBron était vraiment incroyable pendant 3/4 temps. C'est lui qui contrôlait le tempo du match. Enfin, c'était impressionnant. Et même défensivement, je le trouvais vraiment bon. Même dans le 4e, il était bon défensivement. Ouais. Il a continué à faire les efforts vraiment en défense, quoi. Mais à la fin, les mecs étaient lessivés. Est-ce qu'ils vont avoir les ressources physiques? Le mental, c'est des joueurs d'expérience. Luka, il a fait les finales l'année dernière. LeBron, il en a fait 50 000. Mentalement, je pense qu'ils sont capables, mais physiquement, ça va être compliqué parce qu'en face, voilà le niveau physique de cette équipe. C'est impressionnant. C'est comme ça qu'ils ont fait leur parcours l'an dernier. C'est aussi comme ça qu'ils sont en train de le faire cette année. C'est pour ça que là, le match-up, finalement, il est vraiment pas idéal pour les Lakers. On l'avait déjà dit au début. On avait quand même tous les 3 conclus sur je pense dans les pronostics sur une victoire des Lakers, mais on s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça quand même. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur la série? Théo, tu voulais dire quelque chose de plus sur... Ouais, si peut-être un truc sur la notion de déception, parce que c'est vrai qu'il faut se remettre dans le contexte. Au moment du trade pour Luka Doncic, moi je pensais même pas vraiment à cette saison. Je me disais, pour les Lakers, ils sont prêts pour 10-15 ans. C'était plutôt à moyen terme et long terme que je trouvais que c'était un trade excellent. Et finalement, ça a cliqué plus vite que prévu, ce qui a haussé les attentes de tout le monde. Mais on savait que le roster était quand même imparfait. Largement. Donc là, je parle de JJ Redick, mais voilà, offensivement, ce roster quand même manque de puissance. Et le truc, c'est, juste pour finir sur ce que tu disais tout à l'heure, Antoine, sur le fait... Les Lakers pourront pas se permettre de jouer tout un quart-temps en jouant comme si c'était les 2 dernières minutes, c'est-à-dire en montant la balle. Cette défense est trop forte en face. Si tu montes la balle en marchant comme ça, tu t'exposes à trop de problèmes, à moins d'être largement devant au score, ce qui n'était pas le cas hier. Et donc JJ Redick va devoir trouver pour les prochains matchs, les prochains matchs, on verra combien il en restera, mais des moyens de se servir de son banc pour que ses meilleurs joueurs jouent dans des moments clés. Et sur les balles perdues, juste, je fais long, mais une dernière. Parce que j'étais étonné de voir... Luka se faire piéger dans ce qu'on appelle le cercueil, là, juste après la ligne médiane et le long de la ligne de touche. Ça lui arrivait à plusieurs reprises. La première fois, j'étais très étonné. Et derrière, en fait, je pense que c'était vraiment, pour le coup, c'était une option stratégique offensive, en fait. Parce que il a la taille pour trouver le mec qui sera tout seul ou qui soit quasiment sur le demi-terrain s'il est trappé là, mais il faut que les mecs se montrent. Et en fait, au début, la première fois où il se fait coincer, je comprenais pas. Et après, les commentateurs, notamment, je crois que c'était
Richard Jefferson continuait de pas comprendre pourquoi Luka revenait dans cet endroit-là. Je pense vraiment que c'était un aspect stratégique pour ouvrir le reste du terrain au reste de l'équipe et que qu'il puisse exploiter la défense. Par contre, là, tu vois que cette équipe, elle n'est pas suffisamment, elle a pas suffisamment de vécu pour gérer au mieux ces situations-là. Et là, encore une fois, je pense que la fatigue mentale fait que tu n'avais pas des mecs qui pouvaient sortir du banc hyper frais et venir justement exploiter ces espaces-là, d'où les pertes de balles. Voilà, c'est juste... Il y a un truc que je voulais noter. Je me demande s'il n'y a pas un peu de suffisance, en fait. Presque à ce stade, moi. C'est un petit peu, pas forcément beaucoup, mais un peu de suffisance. Je trouve que les Lakers, au final, tu parlais d'adresse, mais hier, ils ont eu de l'adresse. C'est ça le pire, en fait. Ils mettent beaucoup de 3 points. Et s'il n'y avait pas eu d'adresse, ils n'auraient jamais eu cette avance de 10 points. Même Luka met au final des tirs difficiles qu'il ne mettait pas forcément beaucoup cette saison. Tu vois, il a de l'adresse sur ses jump shots. Moi, je trouve qu'il y a de la suffisance. Et tu sais, cibler Gobert, par exemple, la manière dont il cible Gobert, des fois, c'est être sûr. Ah non, mais c'est bon, lui, on va le drive, en fait. Plein de fois, moi, et pas que sur ce match-là, j'ai pas compris pourquoi il ciblait pas plus Conley plutôt que Gobert. Où au final, tu l'as très bien dit, tu te retrouves à prendre un tir difficile. Et oui, celui que Luka va mettre ou que LeBron va mettre, il va faire le tour d'Internet, mais en vérité, il va en rater 4, quoi, tu vois. Je sais pas, voilà, ça revient l'impression d'être un petit peu déçu, même si je partage évidemment ce que vous avez dit. Et mon impression n'était pas que sur ce match-là, parce que oui, évidemment, ce match-là, il y a la fatigue. Le match d'avant, il y a Luka qui est malade. Mais même si après le trade, on sait que l'effectif est imparfait, ils ont quand même fini 3e. Tu l'as dit, ça a cliqué vite. Il y a un effectif qui est imparfait, mais il y a de la qualité, tu vois. Il y a quand même un peu de qualité. Il n'y a pas beaucoup de qualité. Il y a moins de profondeur que les Timberwolves, ça c'est sûr, tu vois. Les Timberwolves, il y a que 3 joueurs qui jouent beaucoup, c'est McDaniels, Randle et Edwards. Tous les autres, ça tourne. Mais je sais pas, il n'a pas fait confiance à Gabe Vincent. Vanderbilt, c'est tellement un non-facteur en attaque que bon, c'est délicat. Connect, il aurait pu effectivement le relancer, mais je sais pas. Honnêtement, je pense que cette équipe, si elle sort au premier tour, c'est quand même une petite déception. Évidemment, il n'y aura pas de panique, il n'y aura pas besoin d'appuyer sur le bouton. Ça sera juste une piqûre de rappel dans le mode OK, les gars, on a quand même des trucs à trouver, tu vois. Mais voilà, dans l'ensemble, et ils arrivent à être menés 3-1 avec un Luka qui met beaucoup plus de shoot que lors de leur run de saison régulière, tu vois. Donc, tu as un Luka quand même très, très adroit. Un LeBron qui lui aussi a été bon et tu te retrouves mené 1-3. C'est délicat quand même. Allez, passons peut-être à Indiana-Milwaukee, qui était le dernier match qui s'est joué la nuit dernière. Indiana, c'est comme ça, voilà. On est sur les 2 techs où j'étais à côté. Indiana qui a torpillé Milwaukee. Ça fait 3-1, victoire 129-103 dans ce Game 4. Et en plus, histoire que la soirée soit un beau cauchemar pour les Bucks, Damian Lillard s'est blessé dès le début. Au bout de 6 minutes, on suspecte un déchirure du tendon d'Achille. Donc bon, je pense que ça va au-delà de la saison ou de la série en cours pour le Milwaukee. Il y a des vrais problèmes dont on pourra parler plus en détail peut-être plus tard. Mais voilà, Indiana en tout cas est sur la voie royale. Shai notamment, tu l'avais bien vu, toi aussi Théo. Indiana mène 3-1 et Indiana... À part ce week-end, il y a eu un Game 3 qui a été remporté assez nettement par Milwaukee, mais sinon, à part ça, Indiana est au contrôle sur chaque match de la série. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. Enfin, collectivement, c'est tellement plus solide que Milwaukee. Les Bucks semblent souvent perdus sur le terrain, c'est un peu sans idée. Quand tu as en face, t'as une équipe qui se connaît par cœur, c'est la même équipe que l'année dernière, à très très peu de choses près. Qui a autant de certitude et un style de jeu bien établi avec du partage du ballon. Il y a encore 36 passes décisives dans le match de la nuit dernière. Donc certes, il n'y a pas l'individualité offensive qu'ont d'autres équipes, notamment les Bucks avec Giannis, mais Tyrese Haliburton, il donne 15 passes dans le match. Tout le monde est impliqué. Il y a 8 joueurs qui sont entre 12 et 23 points. Une défense presque étonnamment solide, même si l'adversaire est à la ramasse. C'est une défense qui n'était pas attendue personnellement, moi, à ce niveau-là. Je trouve qu'ils défendent bien. Et il n'y a pas de surprise, finalement. Là, on est dans tout le scénario catastrophe pour les Bucks, parce que c'est terrible. Moi, je suis satisfait pour les Pacers, mais c'est terrible de voir Lillard, les implications que ça a, et dont on parlera probablement
plus amplement après, mais c'est tous les derniers mois, si on remonte même jusqu'à l'arrivée de Doc Rivers, c'est pas bon ce qui se passe à Milwaukee. Et là, pour le coup, c'est une vraie grosse déception. Ouais, comme Shai, pas surpris honnêtement, hein, je trouvais cette équipe des Bucks pas assez talentueuse en fait, tout simplement pour pouvoir vraiment peser, même si Giannis est incroyable. C'est dramatique, même pas tant pour cette saison qui était de toute façon pas partie hein, pour aller. De toute façon, le but après le trade de Lillard, c'était d'être champion, donc on savait que ça serait de toute façon une saison qui leur permettrait pas de l'être. Et là, c'est dramatique pour la suite. Une petite pensée quand même, parce qu'effectivement, la blessure de Damian Lillard, si jamais ça devait être confirmé, souvent, on blâme certains joueurs qui prennent des jours de repos, qui veulent pas revenir tout de suite. On se rappelle de situations où les équipes laissaient entendre que les joueurs étaient prêts à revenir, mais qu'ils ne faisaient pas les efforts, entre guillemets. Là, c'est un joueur quand même qui est revenu dès qu'il a pu, qui s'est retrouvé sur le terrain dès qu'il a pu. Je repense par exemple à Kevin Durant qui était aussi revenu très vite d'une blessure en finale NBA avec les Warriors et finalement qui s'est fait rupture du tendon d'Achille. Donc voilà, moi c'est pas moi qui irais dire à un joueur qu'il est censé jouer ou que malgré la douleur il devrait jouer et que dans les années 80 les mecs jouaient 82 matchs ou je sais pas quoi. Là je trouve ça c'est bon. Voilà, je suis dégoûté pour le joueur, je suis dégoûté pour les Bucks, pas tant pour cette saison mais pour la suite. Les deux joueurs des Bucks, Brook Lopez, Kyle Kuzma, les deux sont unplayable en fait. Ça c'est quand même dingue quoi. Je suis désolé, mais ça on l'avait dit. Enfin, franchement, Brook Lopez aussi. Hein. Brook Lopez, Lopez, il est cata. Il a eu des périodes pas mal cette saison, Lopez. Mais moi, je repense au trade de Kuzma. Je suis désolé, hein, c'était pas parce que j'aimais pas particulièrement le joueur, mais j'entendais des waouh super, c'est la recrue c'est super comme recrue machin. Mais tu perds Middleton qui certes il pouvait donner peut-être que 20 minutes, mais c'était souvent il aurait donné 20 meilleures minutes. Hein. C'était 20 bonnes minutes. Ok, Kuzma, il peut en jouer 35, mais quelle qualité de minutes sur un match de playoff. Ou alors, il faut que ce soit dans une équipe plus fonctionnelle. Mais là, c'est la série qui est en train de traverser la série, c'est dramatique, quoi. Mais Middleton, le problème, c'est qu'il allait être free agent cet été. Donc la question, c'était même pas tant est-ce qu'il peut jouer que 20 minutes, c'est est-ce que cet été, on se retrouve avec un mec qui part et on n'a rien en compensation, parce que justement, on voudra pas lui payer son argent. Mais par contre, je te rejoins malgré tout, Shai, sur Kuzma. Il est dramatique. Il est vraiment dramatique. Je pense qu'il n'y a pas d'autre terme. Et quand même, enfin, t'en parlais dans le CQFR la semaine dernière, là, le GM des Bucks qui a été reconduit, je me trompe pas, hein, c'est bien passé, c'est pas un alternative fact. Tu te dis, mais pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que c'est maintenant? Je dis pas que le mec doit être viré, c'est pas ça que je dis. Mais le timing est juste complètement dingue en fait. Parce que t'aies voulu te débarrasser de Middleton, je peux le comprendre, il y a des manières de le justifier. Par contre, avoir ciblé Kuzma, alors si tu pouvais rien avoir de mieux que Kuzma, bah c'est dramatique aussi. Mais moi, je suis pas surpris non plus par le. Je suis pas. Enfin, je suis pas si surpris que ça que Kuzma soit Kuzma dans cette situation. Kuzma soit Kuzma. Mais en fait, il est même pas Kuzma. Il est là. On a Kuzma, même sa saison rookie, il est plus performant que ça. Ah bien sûr. Le Kuzma des Lakers, c'est bien meilleur que celui-là. Il a besoin d'être dans une équipe performante et qui marche bien, Kuzma. Kuzma, après 4 matchs, 22 minutes de jeu, donc il joue même pas les 35 pour le coup, il est même pas. C'est pour ça que je disais, les deux sont unplayable, c'est qu'ils sont tellement mauvais que tu peux pas les faire jouer, à la fois en attaque comme en défense. Kuzma, il est à 6 points par match sur un mec où on aurait légitimement pu attendre qu'il en mette 15. 6 points par match, 33% au tir, 12% à 3 points, il met rien, et il a un plus-minus de -10. Alors oui, ils ont pris des roustes, mais quand même. Et Brook Lopez, il joue 16 minutes par match. Ils se font ouvrir quand il est sur le terrain. Il a 5,8 points par match, 38% au tir, 28% à 3 points, 2 rebonds, -7 en seulement 16 minutes. C'est catastrophique. Et alors, ils n'ont pas vraiment d'alternative à part, ils remettent. Bobby Portis qui joue, quoi, mais tu vois, Brook Lopez, c'est moins dramatique. Tu te dis, ok, il a un certain âge. Tu vois, on l'a pas fait venir via un trade. Il a eu son temps, il a été champion. On a Bobby Portis, on joue avec Giannis en pivot, on a des alternatives. Mais Kyle Kuzma, il est quand même censé être un vrai soutien offensif. Le mec est inexistant. Moi, je résume et ça. il est cata en défense. Ouais. Mais le fait que pour Milwaukee, le deuxième meilleur joueur de l'équipe sur la série soit Kevin Porter Jr., c'est pas possible. Bon, après, Gary Trent a sorti. Il a fait tomber, ouais. Il a fait un match, quoi. C'est le match qu'ils ont pris, quoi. Porter est encore plutôt productif, il joue bien, mais
c'est pas possible pour moi. Mais bon, on reviendra sur les Bucks sur un format plus long parce qu'il y a tellement de choses depuis le. Et moi, quand on en parlera, je parlerai de la responsabilité d'Giannis aussi parce que moi, je le vois pas dans une situation où il est le pauvre, tout seul, délaissé. Je pense qu'il a un rôle actif dans tout ce qui s'est fait depuis un an et on en parlera. Voilà. Yes, du côté des Pacers, je voulais juste signaler qu'Andrew Nembhard est peut-être l'un des joueurs les plus sous-estimés de la ligue. C'est vraiment un sacré. Totalement d'accord. Et toute l'équipe. Totalement d'accord avec toi. Toute Et toute l'équipe. l'équipe, c'est vrai, parce qu'on finalement on n'a pas beaucoup parlé d'Indiana, mais Miles Indiana Turner. est une bien meilleure équipe que. Miles Turner, franchement, que ce il que est les sur gens trading l'imaginent. block depuis 5 ans. Miles Turner, les matchs qu'il fait, défensivement en attaque, il est incroyable. Ouais, en fait, les Bucks sont tellement mauvais en défense qu'Indiana peut te montrer toutes ses qualités. Parce que du coup, ils peuvent faire circuler la balle, ils peuvent créer constamment des décalages, ce qui fait que tu t'en fiches un petit peu si tu n'as pas un Anthony Edwards. Tu vois, si tu prends le match, si on compare avec la série avec Minnesota, dans le match d'hier, tu vois, c'est fermé. Donc, tu as besoin d'un mec qui est capable de battre déjà son vis-à-vis. À Indiana, là, dans cette série, ils n'en ont même pas besoin. Ils peuvent l'avoir aussi, mais tu vois, ils n'ont même pas particulièrement besoin. Ils vont juste faire tourner, ils vont créer constamment un décalage. La défense en face est tellement mauvaise. Ils peuvent dérouler leur jeu, tu vois. Ça risque de leur faire drôle, par contre, à un moment, ils vont tomber sur une défense. Ouais. Mais là, pour l'instant. Non, je suis d'accord avec toi, mais c'est aussi qu'Indiana est une très bonne équipe d'attaque. Et Très bonne équipe d'attaque, voilà, c'est pas simplement la mauvaise défense de Milwaukee, c'est que là, c'est ce qu'il y a de pire en fait. Tu as une défense qui est catastrophique et une des équipes qui est la plus galère à défendre malgré tout, parce tu peux pas te contenter de défendre la première action. La première action va en enchaîner une deuxième, la deuxième une troisième, et vu la qualité, la faible qualité de l'équipe des Bucks, ils se font ouvrir parce que voilà, c'est une équipe qui est vraiment bien dans la création. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est à l'usure et c'est tellement rapide. Mais en tout cas, chapeau aux Pacers qui mènent 3-1 et qui auront l'occasion de finir la série chez eux à domicile, d'enterrer pour de bon les Bucks. Allez, autre match qui s'est joué hier soir, c'était la victoire controversée de New York sur Détroit, victoire 94-93, encore un match serré entre les deux équipes. Ça fait quand même 3-1 pour New York avec 32 points de Jalen Brunson et 27 points de Karl Anthony Towns qui a été exceptionnel dans le shot making là aussi, dans les moments clutch. Il a enchaîné un 3 points, un tir fadeaway ultra difficile, puis un 3 points encore ultra difficile. Mais je disais victoire controversée parce que sur la toute dernière action, on peut quand même se demander s'il n'y a pas une belle faute de Josh Hart. On peut me le dire, il y a une belle faute de Josh Hart. Les arbitres l'ont dit de toute façon. Les arbitres l'ont reconnu après coup. Belle faute de Josh Hart sur le tir de Tim Hardaway qui aurait dû avoir des lancers francs. 3 lancés et du coup ils peuvent. Enfin, on peut supposer qu'Hardaway en aurait mis au moins un des 3 pour aller en prolongation et puis probablement même plus qu'un des 3. Donc c'est difficile. C'est ce qui est difficile à digérer parce que moi j'ai envie de leur dire ils ont évidemment pas à rougir. Ils ont encore fait un match impressionnant les Pistons dans l'intensité, le combat. Enfin, ils sont totalement en raccord avec ce qu'ils ont proposé avant. Ils sont dans la bataille avec les Knicks tout le match. Alors l'arbitrage parfois ça peut sembler un peu discutable parce que les deux équipes et les Pistons même en particulier ont joué un style très très agressif. À mon sens, parfois c'était peut-être un peu trop, mais ça laissait jouer. Mais les Pistons n'ont pas du tout à rougir. Alors ça les consolera pas. On va leur dire bravo, vous avez été méritants. Mais ils sont franchement impressionnants. Le petit regret qu'il y a, c'est peut-être la fin de match de Cunningham qui fait un triple-double, mais qui disparaît un peu, qui fait quelques mauvais choix sur la fin. Et je trouve que ça les a pénalisés un peu. Mais à nouveau, ils ont pas à rougir. Ils tombent sur des joueurs clutch. 4, il y a Spagna à 3 points pour repasser en tête là, dans la dernière minute. Bronson, il met aussi quelques tirs importants tout en tirant sur la cheville. C'est un peu ça. Pour l'immédiat, c'est pas très grave. J'ai l'impression qu'ils arrivent à gérer la blessure à la cheville. Mais au-delà de cette série, ce sera peut-être un peu plus inquiétant. J'ai envie de dire bravo Détroit et les Knicks gagnent à l'expérience et avec là, malheureusement un petit coup de pouce arbitral. Ouais, l'arbitrage était vraiment compliqué sur ce match-là. Franchement, il y a des pans entiers de moments où il laisse les mecs se mettre des taquets dans tous les sens. Tu te dis, mais c'est pas sérieux, quoi. Alors, j'envie pas les arbitres, parce que j'aimerais pas arbitrer cette série du tout. Mais je pense quand même que l'arbitrage, des deux côtés, en fait. Alors, bien sûr, les Knicks repartent un peu plus contents que les Pistons, parce qu'ils ont la victoire en poche. Mais c'est vraiment le genre de match où à la fin les deux entraîneurs peuvent aller gueuler sur les arbitres en disant mais qu'est-ce que vous avez foutu, faut protéger nos joueurs. Je le disais dans notre groupe là, j'aime vraiment pas l'arbitrage vidéo parce qu'au bout du compte là je vois une situation où il y a une faute qui est quand même manifeste. Dès que tu vois le replay, tu vois qu'il y a faute sur le tir.
Et donc là, il y a pas de, on ne sert pas de la vidéo, tant pis. Rentrez chez vous, il n'y a rien à voir. Et dans le même match, oui, mais juste après, dans le match finalement pour le Lakers, dans le Lakers Wolves, à la fin, il y a utilisation du challenge sur une balle qui a l'air d'être sortie et possession pour les Lakers. En fait, il y a une faute. Tu vois sur le ralenti, effectivement, la main de LeBron est sur le poignet d'Anthony Edwards. Mais c'est une situation comme il y en a plein dans le match. En fait, il y en a eu d'autres en fait. Et en fait, je trouve que je comprends pas ce truc-là de. Il y a des moments où on peut regarder, d'autres moments où on peut pas regarder. Finalement, on peut regarder des moments qui sont moins importants. Moi, je ferais pour que les arbitres gèrent ça. C'est la responsabilité des arbitres. À eux de se concerter s'ils pensent qu'il y a besoin de revérifier s'ils sont pas sûrs. Et voilà, ils vont se planter, les joueurs vont se planter, les coachs vont se planter. Ça fait partie du sport. Et là, j'échangeais pendant le match. Je textais en même temps avec un de mes super potes qui est fan des Knicks et avec Wax qui est fan des Pistons. Et les deux, en fait, étaient dégoûtés par l'arbitrage. Et à la fin. Voilà, j'étais dégoûté quand même pour Wax et les fans des Pistons, parce que tu repars, tu dis putain, on avait une victoire à domicile, potentiellement, on s'est battu, et c'est vrai que le no-call, il est vraiment très très dur. Non, mais en fait, le problème, c'est les challenges. Moi, je partage ce que tu as dit. Moi aussi, ça me gonfle la vidéo. Mais le problème, c'est vraiment les challenges, de laisser au coach le challenge. Parce que, en fait, Bickerstaff, il a cramé son challenge en début de match en plus. Tu vois, et ça sert à rien en fait, ces trucs-là. Et je suis d'accord avec toi, on respecte pas assez le côté l'erreur est humaine des arbitres. Ça arrive, tu vois. Mais là, oui, tu es tenté de te dire, ah bah mince, pourquoi. Pareil, le coup des Lakers, les Lakers peuvent l'avoir mauvaise, tu vois. C'est un challenge pour voir qui sort la balle et tu te retrouves avec 2 lancers pour Anthony Edwards, tu vois. C'est particulier. Pour revenir sur les Knicks, moi, je sais pas si c'est très bon signe quand même que tu sois obligé de t'employer autant pour sortir des 3. No offense envers les Pistons, tu vois, qui sont combatifs, qui sont courageux, qui auraient peut-être même sans doute tapé les Bucks, tu vois, peut-être sur une série, tu vois, mais que tu sois obligé de galérer autant et que ça tire autant sur la corde de Bronson pour sortir, c'est pas forcément rassurant, quoi. En fait, je trouve que Détroit est une belle équipe, malgré tout, qui se donne, qui se tape. Ce qui me gêne vraiment avec New York, c'est qu'à partir du moment où tu fais le trade pour Karl Anthony Towns, tu sais que tu n'es plus une équipe défensive, tu vas être une équipe d'attaque. C'est ce qu'ils ont été tout le long de la saison. Et tu as parlé du shot-making, et tu as bien fait de le faire, Antoine, parce que la fin du match, d'un côté comme de l'autre, elle est exceptionnelle, mais elle est exceptionnelle par les qualités intrinsèques des joueurs. Et le spacing des deux côtés a aucun sens. Aucun sens. C'est juste que les joueurs sont suffisamment forts pour mettre les paniers. Mais du côté de New York, tu dis, mais putain, vous avez 2 super attaquants. Vous en avez peut-être même 2 1/4 si vous servez un petit peu de Mikal Bridges autrement. Là, c'est quand même au coaching staff de trouver des solutions. Et franchement, Tom Thibodeau est vraiment un excellent coach. C'est un excellent coach. Mais offensivement, je me dis, si ton équipe, là, tu te dis que tu vas devoir gagner par la qualité offensive de ton équipe et par la grinta quand même de certains de tes joueurs, il faut que tu leur simplifies plus la vie. Parce que là, honnêtement, si Brunson et Karl Anthony Towns ne mettent pas des shoots qui viennent d'un autre monde, les New York, ils repartent avec une défaite logique et méritée, quoi. Je te recite sur le groupe d'hier, le spacing du match d'hier, faut pas être claustrophobe. Tu nous as dit, c'est exactement la sensation que j'avais quand je regardais le match. T'as l'impression que le match tout se joue dans un mouchoir de poche. C'est assez déconcertant. Mais bon, ça fait des matchs. Alors, quand tu es fan des Knicks ou des Pistons, c'est stressant et puis c'est frustrant pour ce qui se passe parfois aussi après. Mais par contre, en tant qu'observateur plus neutre, je pense que ça reste des séries âpres où ça bagarre et où c'est plutôt plaisant à regarder quand même. C'est pas du grand basket, hein, attention, hein, je dis pas c'est très beau, c'est fluide, mais ça, voilà, il y a du suspense à chaque fois. Les matchs sont vraiment disputés. C'est peut-être la série la plus intéressante de l'Est, ce qui en dit long. Autre série de l'Est, Boston qui a battu Orlando 107-98. Les Celtics ont bien réagi après la défaite lors du match 3. Ça aussi, ça s'était passé pendant le week-end. Jason Tatum, 37 points, 14 rebonds, 21 points, 11 rebonds pour Jaylen Brown, 19 points en seulement 22 minutes pour Kristaps Porzingis. Et du coup, réaction, malgré le fait que le Magic ait encore réussi à limiter l'adresse extérieure des Celtics, que seulement 9 sur 31. Mais Boston a réussi à appuyer un peu à l'intérieur avec Porzingis et à trouver des solutions pour mener 3-1 dans la série. Ouais, Orlando a encore, faut donner du crédit à ce qu'ils sont capables de faire en défense. C'est assez admirable. Surtout compte tenu du personnel qu'ils ont, de leur effectif, la jeunesse relative quand même de l'effectif.
Mais ouais, c'est trop limité. Boston a trop d'armes pour vraiment souffrir finalement. Il manque juste peut-être un petit soupçon de talent d'attaque, d'organisation offensive pour qu'Orlando gêne plus les Celtics. Mais quand à chaque fois, quand il faut accélérer, Tatum fait un super match à nouveau. Hein. J'ai vu que c'était le joueur qui avait mis le plus de matchs de playoff à 30 points depuis 2020 en NBA sur 5 ans. C'est une régularité dont on parle de temps en temps, mais faut la souligner aussi quand même. D'autant qu'il en a raté qu'un seul match. C'était c'est le match dans cette série là, le match 2. Et c'est vrai que cette régularité, rien que le fait d'être sur le terrain disponible pour ton équipe, c'est suffisamment rare pour que ça soit mis à ton crédit. Pour Orlando, honnêtement, j'ai trouvé que c'était un match chouette à suivre. C'était un beau match à suivre. Orlando, j'ai trouvé a beaucoup mieux joué en attaque sur le début de match. Après le premier match, j'étais catastrophé quand même par la faiblesse offensive de cette équipe dans les formes de jeu. J'ai trouvé que c'était bien mieux, mais malgré tout, à la fin, tu es rattrapé un petit peu par ton ADN. Et sur la fin, face à une défense comme celle de Boston, ils se sont à nouveau retrouvés en difficulté. Je note quand même que Paolo Banchero, qui fait une super série, a été maladroit. C'est le premier match où il est vraiment maladroit dans ce match-là. Et ce match, il était... Moi, Boston a dû batailler pour aller le chercher. Ça n'a pas été simple. C'est un match qui n'a pas été simple à prendre pour Boston. Je trouve ça vraiment intéressant pour la suite du côté du Magic. Après Boston, ce qui est dur pour Boston, c'est que on ne sait pas comment va se terminer la série, mais c'est quand même une série dans laquelle ils sont obligés de batailler. Ils laissent des plumes aussi. Hein. C'est une série qui est physique, qui a du contact. Ils sont obligés de s'employer des deux côtés. Ils ont déjà Jrue Holiday qui n'a pas joué. Il y a Kristaps Porzingis qui n'a pas entamé le troisième quart-temps. T'as Tatum qui s'est blessé au poignet. T'as Brand qui est un peu blessé. C'est une série qui risque de laisser des traces quand même. Ouais, Porzingis, il a eu un souci de petit problème de faute aussi. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas par hasard si les champions retournent même pas en finale l'année d'après depuis un moment. C'est que c'est des saisons longues. Et là, on le voit avec les Celtics. La santé, ça va être le facteur majeur pour Boston dans la quête du doublé. C'est de savoir est-ce qu'ils seront finalement tous au complet. Je pense qu'ils ont nettement moins de marge que l'an dernier, même au sein de leur propre conférence. Ils auront besoin d'être au complet. Et pour être champion, c'est certain qu'ils auront besoin d'être au complet. Et ça, c'est l'interrogation. Est-ce que tu seras au complet? Et si tu es au complet, est-ce que tu n'en as pas 2 ou 3 qui sont vraiment loin d'être à 100%? C'est le problème, c'est la donnée pour Boston, je pense. Mais ils arrivent quand même toujours il y a toujours un mec qui sort un match. Enfin, tu vois, là, le match d'Al-Horford à 40 piges, défensivement, il s'est complètement mis au niveau. Il fait 4 ou 5 contre. Enfin, et les autres, offensivement, il y en a toujours aussi un qui arrive à élever le niveau. Alors là, c'est pas venu du banc. Il n'y a pas eu de Pritchard ou les Hauser et compagnie qui ont fait des cartons, mais même si je pense que c'est une bonne série pour rentrer dans le vif et pour pas se relâcher. Mettre un 4-0 avec que des rousses, je sais pas si ça aurait été très bon pour eux. Là, ils restent vraiment, ils sont concentrés, ils sont en veille en attendant le match suivant la série suivante qui sera dans tous les cas plus disputée. Si c'est New York, ce sera un autre moyen de rester en veille, je pense. Mais ce qui est intéressant, ce que tu parles de Pritchard, c'est que c'est pas un hasard. Hein. Mosley a vraiment ciblé Pritchard en se disant, lui, on va le couper en fait. Et c'est intéressant de voir l'impact que ça a quand même sur le rendement de Boston. Et ça, c'est des informations qui sont intéressantes pour les autres équipes qui seront amenées probablement à jouer Boston pour la suite. Hauser, il a mis son premier tir à 3 points de la série pendant ce match. Ouais. Donc, on voit quand même que finalement, la rotation, on le savait, de toute façon, Boston, c'est son top 6 qui est très fort. Derrière c'est dur, mais c'est dur. Ça peut être dur. Horford a été excellent. Cornet, même s'il n'a pas beaucoup joué tant que ça, je l'ai trouvé qu'il avait été bon quand il avait été sur le terrain. Il avait vraiment fait le job. C'est une équipe qui est expérimentée, qui connaît ses forces, qui ne va pas paniquer. Derrick White, pareil, je trouve que dans l'animation du jeu, il est vraiment exceptionnel. Mais c'est intéressant ce qui se passe. Mais la santé, effectivement, c'est la donnée numéro 1 pour Boston. 9 sur 31 à 3 points Boston. Hein. Yeah. Ouais. Ils sont pas très adroits globalement sur la série, mais bon, Orlando ne l'est pas non plus. C'est Orlando. Ouais, c'est l'équipe qui est, je crois que c'est l'équipe qui faisait baisser le plus le pourcentage de tirs à 3 points sur toute la saison, Orlando. Donc c'est vraiment leur marque de fabrique. Mais heureusement pour eux, parce qu'ils en mettent tellement peu, sinon l'écart serait immense. Franz Wagner est à 21% à 3 points sur la série, après avoir été à 26, je crois, ou quelque chose comme ça en play-off l'an passé. Alors là, lui, il a son axe de progression tout trouvé. Après, il a des tirs durs. Il a des tirs durs de par la nature de l'attaque d'Orlando. Mais
Mais sachant qu'il ne fait pas une mauvaise série, hein, mais juste, voilà, il faut qu'il y ait des 3 points, il faut qu'il y ait des meilleurs joueurs autour, il faut qu'il y ait plus de spacing pour Orlando, plus d'animation. On l'a déjà dit de toute façon. Cleveland, passons à l'autre ogre à l'est, qui est allé chercher facilement 3e victoire de suite pour Cleveland, qui mène 3-0 contre Miami, victoire 124-87, 22 points, 10 rebonds pour Jarrett Allen. C'est la plus lourde défaite de l'histoire du Heat en playoff. Et Cleveland qui se balade. Il n'y a même pas de Darius Garland sur ce match. Ouais, ce que je disais à Shai avant qu'on commence le CQFR, ce que je trouve vraiment intéressant pour Cleveland, c'est que finalement, ils trouvent le moyen de gagner quasiment tous les matchs relativement facilement. Je crois que c'était le match 2 qui avait été un peu accroché. Et avec des scénarios différents à chaque fois. Et ça montre, je trouve, ça montre la classe d'écart qu'il y a entre cette équipe et le Heat. Et puis une bonne partie de la saison. Je trouve, voilà, c'est le type de premier tour qui confirme ton statut de premier de l'Est. Le Heat avait commencé très correctement le match. Je me suis dit, on va avoir un match sympa. Et, sur les 5 premières minutes, je sais plus de combien il mène de 9 ou 10 points. Et derrière, les autres ont commencé à jouer. Et t'as tout qui s'est éteint chez le Heat. Et on n'a plus de match, quoi. 33-5, il y a un run de 33-5. Et même sans Garland, avec le Ty Jerome, DeAndre Hunter était bon. Enfin, et là non plus, ils n'ont pas eu besoin d'un très très grand Donovan Mitchell. Hein, c'est un euphémisme. 4 sur 14. Non, ils sont trop au-dessus. Et Miami, pareil, on en parlait Théo, mais voilà, il y a des joueurs dont on a du mal à saisir leur faible implication dans les matchs. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jaime Raquez Wiggins, c'est vraiment pas sur le meilleur niveau de sa carrière non plus. Il y a trop d'écart et les Cavs sont en train d'assurer tranquillement leur qualif. Pour moi, il y a un parallèle entre la série Cleveland-Miami et celle OKC-Memphis. C'est que d'un côté, tu as une équipe trop forte et de l'autre, de loin, tu vois que c'est l'équipe la plus faible parmi à chaque fois les équipes engagées. Tu vois que ce soit Miami à l'est ou que ce soit Memphis à l'ouest. Tu sens qu'il y a un écart de niveau et que du coup, il n'y a pas ce qui est nécessaire, même ne serait-ce que le plancher nécessaire pour poser un peu de difficulté à une équipe qui est juste trop bien organisée. Que ce soit OKC, du coup, on pourra enchaîner sur OKC ou Cleveland. Et Cleveland, voilà, ça fait un tour de chauffe. Tu n'es même pas obligé de trop fatiguer tes titulaires. Tu vas arriver en forme sur le deuxième tour, plutôt en bonne santé a priori, sauf s'il y a une blessure. C'est parfait. Après, voilà, il faudra juste s'adapter à un autre niveau d'intensité une fois que tu arrives au deuxième tour. Mais a priori, il y a des bons coachs de toute façon dans ces deux équipes pour préparer leurs joueurs. Donc ça, c'est le scénario idéal pour Cleveland comme pour OKC. Donc OKC, je peux y venir. OKC qui a éliminé Memphis en gagnant 117-115, c'est 4-0 qui est validé. Le réveil de Shai, 38 points, 5 rebonds, 6 passes. Il avait été maladroit sur les 3 premiers matchs. Il met un dagger qui est magnifique. Il step back. Ouais, il est inarrêtable en 1 contre 1 de toute façon chez Gilgeous-Alexander. Et voilà, et puis c'est... Fin de série, du coup. Il y a eu 30 points. Il n'y avait pas Ja Morant qui s'est blessé. 30 points de Scottie Pippen Jr. Un joueur qui ferait du bien aux Lakers. Hein. C'est un mec qui était aux Lakers. Hein, je ne sais plus contre qui ils l'ont trade, mais j'imagine. Je ne suis même pas sûr que ce soit un trade. Ce que j'avais demandé, ils l'ont même juste laissé filer. Pas de bol, ça. Il jouait aux Lakers quand c'était Darvin Ham le coach, non? C'est pas ça? Il me semble qu'il a fait un gros match contre les Bucks cette année et qu'après après le match, il disait ouais, il y a un coach dans le staff d'en face qui n'a pas cru en moi. Donc je me demande si je pense que ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Je suis en train de regarder. Ouais, bon, pardon. Non, vas-y. Non, le détail du trade est pas. Il a signé un two-way contract, donc je crois pas qu'il ait été renouvelé. Non, il a juste été coupé, quoi. Il avait juste été pas conservé, ouais. Mais en tout cas, lui, sa saison, c'est une vraie révélation pour Memphis. Il s'est fait une place. Là, et même là sur les playoffs, c'est le joueur le plus stable et fiable au milieu des galères de Ja Morant et des difficultés à être à droit, entre autres de Jaren Jackson Jr. Scottie Pippen, bravo. C'est le seul point. C'est le seul point positif de la saison pour Memphis, hein, je pense. Vous avez vu la scène avec Morant qui est en tribune et la caméra qui le filme et il se met comme ça et il change d'angle de caméra. Du coup, tu as juste un mec qui est comme ça dans la... terrible. Là, la fin de saison des Grizzlies et l'intersaison, ça va être quelque chose. Ouais, il va y avoir des questions à se poser. Hein. Je les avais déjà données dans un CQFR, mais donc Ja Morant qui s'est blessé aussi. Donc 3 matchs, 18 points, 41% au tir, 25% à 3 points. Jaren Jackson Jr., 16 points, 37% au tir, 27% à 3 points, 5 rebonds, moins 14. Desmond Bane, 15 points, 31% au tir, 21% à 3 points, moins 16. Ça, c'est le trio qui est censé... Il y a
il y a quoi? C'était il y a 2 ou 3 ans. Ja Morant, il nous sortait un We Fine in the West. Ils ont gagné une série de playoffs. Ils ont tous pris de l'âge. Et ils sortent tous les 3 des playoffs. Franchement, dégueulasse. C'est censé être le noyau dur de l'équipe. Et le problème, c'est que cet été, ils sont censés gérer la négociation de contrat avec Jaren Jackson Jr. et ils vont devoir se poser des questions parce que sur la saison régulière, entre la saison régulière et les playoffs, l'adresse, elle n'a rien à voir. Il excelle pas particulièrement au rebond, hein, on en a déjà aussi parlé. Il a du mal à briller. Est-ce que c'est le contexte de l'équipe là où tout le monde est un peu à la ramasse? Il y a eu le changement de coach. Bon, c'est un contexte particulier, mais ouais, l'intersaison va être à mon avis mouvementée ou en tout cas intéressante à suivre. Il n'était pas deuxième dans le classement des joueurs les plus surcotés là Il a eu des voix. Non, il n'était pas deuxième. Mais il a eu des voix sur surcoté et sur sous-côté. Et je ne sais pas de quel côté ses coéquipiers ont voté. C'est une vraie question. Ouais, parce que c'est Vince Williams Jr. qui est à un moment il essaie d'être un peu leader sur un temps mort. C'est sur ce match-là. C'est ça. Il lui pousse sa main. Ouais, genre elle me parle pas. Casse-toi. C'est fou parce que après ils ont quasiment le même âge, mais c'est un jeune joueur avec un joueur expérimenté. Tu vois. Après il se trouve qu'ils ont quasiment le même âge. Jaren Jackson Jr. est arrivé tôt, mais cette équipe, il y a des questions à se poser, quoi. Voilà, c'est plus des gars de 21-22 ans qui arrivent et tu te dis ouais, il y a tout. Et c'est pour ça qu'il faut toujours. On a tendance à toujours beaucoup s'enflammer sur les jeunes en se disant la progression. Bah non, la progression, tu vois, des fois ça stagne en fait. Et là, moi, sur Bain, sur Jackson Jr., sur Morant, je vois des joueurs qui stagnent. Et je vois un trio où tu me dis ça, c'est le trio. Plus jamais je te dis ouais, c'est le. Enfin, j'ai jamais pensé, mais je me dis pas c'est le trio d'une équipe qui va aller loin en playoff en fait. C'est la base d'une équipe qui va aller loin en playoff. Bah non, on voit bien. Tu vois, il y a un écart. Il y a un écart même impressionnant, même si tu prends par exemple le jeune noyau dur de Houston, paraît aujourd'hui un peu plus solide que celui des Grizzlies, quoi. Pour OKC, juste un petit mot, mais c'est pas tant sur ce match-là, c'est sur le match précédent en fait, le match du comeback. Moi, je trouvé que c'était impressionnant quand même en termes de... Parce que le problème pour des équipes jeunes, c'est parfois de pas arriver à saisir le moment, à saisir que c'est le moment en fait. Moi, j'ai souvenir de la finale disputée par le Thunder, j'avais même pas pensé, tu vois, par le Thunder face à Miami. C'est une série, je continue de penser qu'OKC aurait eu, alors je vais pas dire la capacité de prendre ou de gagner, mais c'est vraiment une série dans laquelle il y a certains matchs qui ont été gagnés par Miami parce que cette équipe du Thunder était trop jeune pour saisir l'importance des moments, saisir que c'était le moment où que tu pouvais pas laisser passer une possession, 2 possessions, etc. Et j'ai trouvé que c'était impressionnant parce que cette équipe du Thunder aurait très bien pu dire tant pis, c'est pas grave, on plie, et on va la gagner. De toute façon, cette série, on n'est pas obligé de la gagner en sweep. Et alors, bien sûr, il y a la blessure de Ja Morant, mais quand même, collectivement, en termes de mindset et la manière dont ils ont remporté ce match-là, j'ai trouvé que c'était vraiment impressionnant. Je trouve que Jalen Williams et Chet Holmgren font pour l'instant des super débuts de playoff et c'est très très encourageant pour OKC. Alors non pas qu'ils ont été mauvais en playoff l'an dernier, tu vois, mais c'est juste, tu sais que ces gars-là vont avoir un rôle très important si tu parles de titre et si tu veux gagner le titre dès cette saison, tu sais que ces deux-là vont devoir être très bons tout du long. Et pour le coup, là, pour l'instant, ils sont vraiment très bons. Jalen Williams notamment et il se balade en fait. Voilà pour OKC. Allez, autre série à l'ouest. Golden State a battu Houston 104-93 sans Jimmy Butler. Jimmy Butler n'était pas là pour le Game 3. Steve Kerr a opté pour un 5 grand en mettant Quinton Post dans le 5 majeur. Ça a plutôt bien marché. Il a pris 12 rebonds. Il y a eu 36 points de Stephen Curry. Et les Warriors ont gagné donc de plus de 10 points sans Butler. Victoire pas impressionnante, mais belle victoire des Golden State Warriors. Et avec Jonathan Kuminga dans le 5. Bon, c'était attendu. Alors, il a joué que 17 minutes pour le coup. Je ne sais pas si lui, il a forcément marqué beaucoup de points dans l'idée de... Mais effectivement, Jonathan Kuminga, évidemment, dans le 5 majeur aussi, en plus de Quinton Post. Mais dans ce match-là, c'est encore... moi, je retiens Steph Curry, ça paraît... c'est évident, mais face à la défense ultra agressive de Houston, vraiment, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils ont et la manière qu'ils emploient souvent comme ça. Enfin, je veux dire, il arrive en démarrant doucement, d'ailleurs, il fait un début de match un peu compliqué. Il finit avec 36 points, il prend 9 passes, il prend des rebonds. Je l'ai trouvé vraiment excellent. Et Houston menait en début de 4e et lui a tracté tout le monde avec lui pour aller décrocher cette victoire. Et pour moi, c'est le responsable principal de
succès-là. Il y a Payton qui a eu un bon passage aussi, Gary Payton. Très bon passage en 4e quart-temps. Buddy Hield aussi. Non, mais 9 points de suite, je crois. Passage, voilà, c'est... Bon, ça reste Curry qui a tracté tout le monde pour moi et c'est lui qui fait la différence. Moi, je vais faire un petit peu comme pour les Wolves. Je vais commencer par parler du coach. Parce que Steve Kerr est un putain de coach. Franchement, ce qu'il a fait sur ce match-là et ce qu'il a fait même dans la défaite du match précédent, où il a dû inventer des line-up, sortir des défenses qu'on les avait pas vues jouer. Alors bien sûr, les Rockets l'ont gagné. Et à un moment, ils reviennent à -12 avec à -10 avec Pat Spencer sur le terrain, quoi. Franchement, Steve Kerr, c'est vraiment... je sais qu'il y a eu de la lassitude, il y a un moment, ça gagnait plus. Comme Popovic, son statut était remis en question. C'est vraiment un putain de coach. Et sur ce match-là, franchement, tous les ajustements ont gagné. Alors, c'était assez marrant de dire avant la série, ouais, Curry face à Thompson, il va souffrir et tout. Qui est-ce qui est en train de souffrir ? Et franchement, ce match-là était vraiment intéressant parce qu'ils ont commencé, les Warriors, en jouant beaucoup plus de pick and roll qu'ils ne le font d'habitude. Derrière, après, ils sont revenus sur leur fond de jeu un petit peu collectif plus habituel. Et le truc, c'est que, oui, bien sûr, c'est vrai que les Rockets sont plus longs, sont plus athlétiques, sont très durs en défense. Mais c'est tellement dur de défendre contre une équipe comme les Warriors, en fait, parce que c'est l'inverse de l'attaque des fins de match des Lakers, en fait. Ça bouge tout le temps, tu es obligé d'être sur de l'anticipation, de passe qui va donner la passe à quelqu'un d'autre. Il y a tout le temps plusieurs playmakers de bonne qualité sur le terrain. Et honnêtement, je pensais quand même, malgré tout, parce que je dis tout ça sur les Warriors, je pensais que les Rockets poseraient plus de problèmes aux Warriors sans Jimmy Butler. Là, cette victoire, je la trouve hyper rassurante pour les Warriors parce que si Jimmy Butler revient, tu dis il peut faire au minimum ce que Gary Payton a fait sur ce match-là, en fait. Tu vois, il va apporter à peu près au minimum du minimum les mêmes choses. C'est victoire ultra impressionnante, je trouve, du côté des Warriors. Et Draymond est entré dans la tête de Jalen Green là, après le super match que fait Green sur le précédent. Là, les deux, ils prise de bec et tout, et après... Là où je vois qu'il est entré dans sa tête, c'est que devant la presse après, il a dit en gros, Draymond il fait que parler, il sait pas faire grand chose d'autre, en gros, que ce soit sur le terrain ou en dehors, donc il peut faire que ça. Mais je pense que ça y est, il est entré dans sa tête et ça va être compliqué parce que Green, ça a été le facteur déterminant du match précédent quand même. Il avait fait un super match. Là, c'est un peu de mauvaise foi. On a beau Draymond, je suis le premier à être agacé par Draymond quand il fait des trucs comme ça. Là, dire qu'il sait faire que parler, c'est un peu, inexact, je pense. Je peux dire un mot sur Jalen Green avant de te laisser la place, Antoine? Vas-y. Okay, parce qu'après le deuxième match où il met 38 points, je me suis dit, putain, c'est vraiment Jalen Green, en fait, on sait jamais quel joueur c'est, quoi. Et dans la seconde qui a suivi, je me suis dit, si, en fait, on sait quel joueur c'est. C'est un joueur qui est capable de faire le game 1 et de faire le game 2. Donc ça veut dire que c'est pas un joueur sur qui tu peux compter. Et franchement, même ces 38 points en prenant 18 tirs à 3 points, faut remettre quand même beaucoup de contexte sur ça, et c'est pas pour allumer Jalen Green, hein, c'est pas grave, mais je pense que c'est vraiment pas le type de joueur sur qui tu peux compter comme étant un élément majeur d'une équipe qui va loin, en fait. C'est peut-être dur de le dire comme ça, mais c'est mon ressenti, et effectivement, là, il traverse ce match-là, je sais même pas quelle est sa ligne de stats au final, en fait. Ce que je sais, c'est que les paniers qu'il a mis, il a dû en mettre. Ils ont pas, tu vois, c'était dans le flow du match. C'est pas les points qu'on fait du mal aux Warriors. T'as résumé. J'allais aller sur Jalen Green. En fait, s'il était ce joueur-là, s'il était Anthony Edwards, on l'aurait déjà vu. En fait, c'est aussi simple que ça. Il faut pas se reposer sur il a 23 ans. Bien sûr, il va progresser, il va continuer à progresser. Mais s'il était ce joueur-là, on l'aurait déjà vu. Et Jalen Green, peut-être qu'un jour, il deviendra un joueur comme Zach LaVine, tu vois. Mais c'est pas. Non, mais tu sais, je suis même pas sûr, en fait, parce qu'il n'y a même pas le playmaking qu'on pouvait. Ouais, non, t'as raison. Non, tu vois, Zach LaVine, il y a un moment, il était à ce stade, tu vois. Oui, t'as raison. Je te dis pas que c'est assuré qu'il deviendra Zach LaVine, mais je veux dire, peut-être que dans le meilleur des cas, Jalen Green, ça sera un joueur comme Zach LaVine, tu vois. À un moment, un scoreur qui arrive à maîtriser suffisamment son sujet pour être un scoreur permanent. Mais qui ne sera pas un gars qui te porte plus haut. Et les Rockets sont les limites offensives, on en a parlé des tonnes. Même Şengün, qui fait plutôt une bonne série, lui aussi, il a ses limites, en fait. Ils ont tous un peu leurs limites. Et Fred VanVleet, on peut citer ses stats, mais Fred VanVleet, qui est le joueur le plus expérimenté du groupe, après 3 matchs, il est à, attention, 26% au tir, 20% à 3 points. Je sais que depuis le début du pod, je vous donne des stats comme ça, mais je ne vais même pas vous les donner en pourcentage, je vais les donner en brut. 11 sur 41 au tir, 6 sur 29 à 3 points.
depuis Et le en début de la plus, là, je série. crois qu'il met les 8 ou 9 premiers points des Rockets sur le dernier match. Alors, c'est-à-dire qu'il fait 2 minutes extraordinaires et après, il disparaît complètement, quoi. Il y a pas ce qu'il faut en fait en attaque. Après voilà, l'équipe est pas morte, tu vois. Il y a que 2-1, tu as un game 4 à négocier. Mais si vraiment tu veux être candidat à jouer des finales de conférence, etc., il te faut plus de talent. Enfin, voilà. Il faut plus de. Voilà, je vais le résumer comme ça. Il faut plus de talent. C'est aussi simple que ça. Plus de talent offensif. Mais ouais, non, mais c'est juste parce que tu parlais de Zach LaVine comme comparaison avec, tu sais, comparaison maximale hein, pour Ouais, Green. ouais, Moi, plafond, quoi. en fait, après ce match-là, je me suis dit, ouais, mais en fait, il est plus Jordan Poole qu'Anthony Edwards, potentiellement, tu vois ce que je veux dire? D'autant que si tu veux être un scoreur, uniquement un scoreur, il est pas dans la catégorie. Il faut que tu sois James Harden, en fait. Si tu vois, et James Harden était aussi un excellent passeur. Hein, mais il sera jamais dans cette catégorie-là. Et en fait, au début du match 2, je l'ai vu défendre très fort sur Stephen Curry au début du match. Donc, je me suis dit, ah bah, il est capable, en fait. Tu es capable, en fait, de te servir de tes qualités athlétiques. Athlétiquement, il est monstrueux, en fait. Lui et Amen Thompson, ils sont un parsec au-dessus de tous les autres mecs qui sont sur le terrain. Donc, il n'y a pas de raison que tu puisses pas te servir de tes qualités athlétiques pour faire autre chose que du scoring. Et en fait, après ce match-là, je me suis dit, bon, bah non, c'est qu'en fait, ça t'intéresse pas vraiment. Ça t'intéresse pas vraiment. Et dans ce cas-là, effectivement, il a que 23 ans, mais c'est plus un jeune, en fait, dans les... Ouais. C'est terrible. Dans les standards NBA. Ça fait suffisamment longtemps que tu es sur le terrain pour Pour ce que tu savoir. disais. On aurait dû voir autre chose déjà, à ce stade-là. On peut enchaîner avec la dernière série, peut-être la plus belle. Celle où les Nuggets, après avoir pris une rouste lors du Game 3, ont battu les Clippers au Game 4, 101-99. On est à 2-2 dans cette série. Une série que franchement, à chaque moment, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Mais moi, je vous l'ai déjà dit dans le groupe, si je suis les Clippers, j'ai quand même quelques regrets. Je prends une action très simple. Pendant le match, fin du premier quart-temps, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, James Harden, il a une remise en jeu dans son camp, pas très loin du milieu de terrain, mais dans son camp. Il essaye, il reste 1 seconde 9. Je me souviens même du temps qui reste au chrono. C'est 1-9 ou 1-6. Plutôt que de passer la balle à un gars proche et de prendre un tir qui, ok, a peut-être 5% de chance de rentrer, il tente une espèce de longue passe où là, pour le coup, c'est même pas 5%. Il y a 0,5% que Zubac, il la récupère et qu'il mette une claquette. Il tente une longue passe comme ça. La balle, elle sort directement en touche. Ouais. Du coup, les Nuggets ont une remise en jeu près de la ligne à 3 points des Clippers. Remise en jeu où Jokic finit par mettre un 3 points au buzzer. À ce moment-là du match, je vous jure, je me suis dit, les Clippers, ils vont perdre de moins de 3 points. Et cette possession, je vais la garder en tête. Les Clippers ont perdu de 2 points. Bien sûr que les Clippers, tu as plein d'autres possessions qui se passent dans un match. Il y a je sais pas, un lay-up qui tourne, une perte de balle inutile. Mais c'est quand même, tu vois, ce truc de chaque possession compte. Et tu finis par perdre au buzzer sur un dunk d'Aaron Gordon ou James Harden. Encore une fois, mec, l'écran retard, tu vois. C'est pas pour charger Harden, je suis désolé, ça fait 2 trucs sur Harden, mais parce qu'en plus le premier, en plus sur la passe, c'était même pas tant sur lui, c'était plus sur chaque possession compte, tu vois. Mais si je suis les Clippers, il y a quand même dans cette série plein de moments où j'aurais pu enterrer Denver, et je sais qu'ils ont été menés de 20 points et qu'ils sont réveillés sur le 4e quart. Ils auraient pu enterrer Denver, ils auraient pu mener 3-1, et même, je vais le dire, ils auraient pu gagner 4-0, et il y a 2-2. Il y a 2-2 avant un Game 5 à Denver. Vas-y, tu veux charger Harden. Toi, je sais que toi, tu vas charger Harden. Je vais dire des mots sur Harden. Mais je vais commencer par ce que tu disais, parce que dans le groupe WhatsApp, effectivement, tu disais ils auraient pu effectivement avoir terminé. Et en même temps, les Nuggets, ils pourraient très bien mener 3-1, en fait. Il y a quand même des matchs qui sont tellement serrés. Et là, finalement, pour le coup, si Denver l'avait perdu, Denver aurait vraiment pu se pendre, parce qu'ils avaient 20 points d'avance. 22 même. D'avance. Ouais, 22 et ils craquent complètement. T'as l'impression que c'est la première fois qu'ils voyaient une zone 2-3 de leur vie, en fait. C'est absurde la manière. Si tu veux apprendre à attaquer une zone 2-3, tu regardes le passage, le début du 4e quart-temps, et tu dis, va faire tout l'inverse de ça, en fait. Vous voyez ce que vous voyez? Faut pas faire ça. Pas faire ça du tout. Ça, c'était complètement absurde. Sur Harden, si, quand même, une chose. Avant, quand on faisait notre preview sur cette série, je me rappelle, j'avais dit, si je regarde sur le papier, tout devrait
me pousser à me dire que c'est les Clippers qui sont dans la bonne dynamique, qui ont la meilleure équipe, qui ont le banc le plus long. Et en même temps, il y a un tel historique, un tel passif pour l'équipe et pour certains joueurs que je pouvais pas me résoudre à mettre les Clippers favoris dans cette confrontation que de toute façon, on voyait tous les trois aller très loin. Je pense que la série est probablement pas finie, quoi. Et là, quand même, James Harden, il est où en fait à la fin du match? Il est où? Le quatrième carton, il a mis quelques paniers, mais il y a un long moment où il disparaît complètement, tu le vois plus du tout, et le dernier panier, il est sur sa tête, mais c'est pas celui-là le plus dramatique pour moi, c'est tous les paniers de Christian Brown sur la ligne de fond, ils sont tous sur James Harden. Tous sur James Harden. À tel point que finalement, l'ajustement, comment dire, qui a été le plus problématique pour les Nuggets, c'est les moments où ils ont fait sortir Christian Brown et ils ont mis Peyton Watson à sa place. Et ça, ce qui a permis à Harden de se retrouver à défendre sur Peyton Watson, qui n'a pas du tout ni le niveau ni l'activité de Christian Brown. Et c'est comme ça en partie que les Clippers ont pu un peu stopper l'hémorragie. Et en fait, sur l'homme, on sait que c'est pas un bon défenseur, James Harden, mais dans les aides, c'est un truc de. Franchement, ça me rend fou. Il y a plusieurs fois pendant le match, parce que je ne l'ai pas vu en direct, je l'ai vu en replay, où je revenais de 10 secondes en arrière pour dire, mais pourquoi il est tout seul, Christian Brown, sur la ligne de fond encore? Systématiquement, James Harden, il est dans la position que non, tu trouves jamais sur un terrain de basket, droit comme un I. Il est à l'opposé, droit comme un I. Regarde, c'est son truc. Les bras le long du corps. Donc il est sur je vois tellement, c'est exactement ça. Il observe. Tu sais, c'est un mec qui observe. Il y a plein de moments où James Harden, il observe. C'est ouf. S'il était un pas plus bas, ça pourrait être le 4e arbitre. Il est dans la même position. Mais je te jure que je vois exactement la pose dont tu parles parce que c'est trop ça en fait. C'est trop ça. Donc voilà. Donc sur le dernier, il est sur sa tête. C'est pas celui-là. J'ai du mal à dire qu'il est responsable parce qu'en fait, c'est même pas. Mais ceci dit, tu peux quand même dire que c'est pas tant le box out. En fait, c'est qu'au moment où les joueurs de son côté commencent à bouger, lui, il bouge pas. Donc de toute façon, il a aucune chance de pouvoir intervenir sur l'action. C'est quand même une action qui est extraordinaire. Je veux dire, là, faut la mettre au crédit d'Aaron Gordon. Personne va chercher ce truc-là. Personne a la présence d'esprit de bouger à ce moment-là et de sauter en l'air en disant mais peut-être imaginons que ça soit trop long que je puisse la récupérer. C'est une action qui est exceptionnelle de la part d'Aaron Gordon. Donc celui-là, je la mets pas pour James Harden, mais juste il y a Pierre Armand qui m'a envoyé juste une capture d'écran où tu vois la tête de James Harden sous Aaron Gordon qui est en train de mettre la claquette décisive pour le match. Et c'était symbolique de sa défense sur ce match-là qui est juste honteuse. Mais quelle série quand même! Mine de rien, c'est le suspense qu'il y a dans les matchs, les espèces de va-et-vient au score. Aaron Gordon, ce panier, il est incroyable. Le replay, il est fou quand tu regardes sous différents angles. Ça se joue à rien. Ils ont dû regarder 18 000 fois le truc. Enfin, bref, la série, elle tient toutes ses promesses. Il commence à y avoir un peu d'animosité entre les équipes. En plus, là, ça y est, ça vient un peu. Il y a l'action où Harden, là, pour le coup, il était plus animé que défensivement. Où, il y a eu 6 fautes techniques distribuées. Et en face, il a Jokic et compagnie qui sont là. Et il avait l'air assez chaud pour s'embrouiller. Mais là, il y a tout. On n'est pas encore au bout de la série. Il y a tout au niveau du scénario, un peu de la dramaturgie. Quel pied cette série là. Bon, il manquait Westbrook, là, c'est dommage. Il n'a pas joué ce match-là. Ils sont sortis quand même très correctement sans lui. Hein. Ils ont gagné le match. Mais ouais, moi, je retiens ça. Je ne vais pas accabler le pauvre James Harden plus que ce que vous ne l'avez fait. Je retiens le suspense et la qualité de basket qu'il y a dans cette série. Juste sur les chauffourées, juste un petit mot, parce qu'en fait, en voyant le ralenti, il y a un truc qui m'a fait mourir de rire. Dans la fameuse brawl à Détroit, mon passage préféré, en fait, c'est quand... donc il y a le gars qui jette la bière, et juste derrière lui, il y a un jeune fan, en fait. Et quand le jeune fan voit Artest monter dans les tribunes, il est super excité comme ça, et il n'y a qu'à la dernière seconde qu'il se rend compte que Ron Artest pense que c'est lui qui a acheté la bière. Et tu vois le regard qui change, et la peur qui s'inscrit dans le visage en un quart de seconde. Je l'ai vu tellement de fois que j'adore ce passage. Et dans l'échauffourée entre Harden et Aaron Gordon, en fait, Harden essaie de repousser Aaron Gordon en lui poussant sur l'épaule, et sa main glisse de son épaule et vient heurter le visage de Gordon. Et à ce moment-là, Gordon est en train de parler. Et là, si vous regardez à nouveau le ralenti, vous allez voir le regard d'Aaron Gordon qui change. Il veut le tuer. qui devient froid. Et là, il arrête de parler, en fait. Il dit, tu vois le moment où dans la tête, il y a l'information qui dit « Je vais me le faire ». Et franchement,
Son changement de regard, bref, Il y avait j'ai toujours passé un paquet de fois. Zubac en garde du corps, ça va, c'est plutôt cool. Ouais, enfin, il y a aussi les frères de Jokic qui étaient juste au premier rang, juste derrière le banc derrière le banc des Nuggets. Je veux dire, heureusement que c'était pas de ce côté-là que ça s'est passé, quoi. Ouais. Jokic, d'ailleurs, 31 points, 21 rebonds, 36 points, pardon, 36, 21 ouais. rebonds, 36, 21, 8. Et Sacré une passe décisive sur le. C'est le airball le plus décisif de l'histoire. Non, mais en plus, quand même, là, c'est fou. Le gars, il coach littéralement. Parce qu'après, j'ai vu que ça avait été repris, mais il y a une situation, donc fin de quart-temps, où il reste. Fin de quart-temps, il y a un ballon qui est dévié en touche. Il reste une remise en jeu pour les Clippers sous le panier des Nuggets. Et il reste genre 0,4 secondes ou 0,9, je sais plus. Et c'est Jokic qui, dès qu'il y a le coup de sifflet, fait des gestes au banc pour dire mais faites rentrer DeAndre Jordan. C'est-à-dire que c'est pas juste choisir les options, quoi. Là, c'est lui qui choisit l'option de faire rentrer un joueur. Et ce que Adelman fait dans la foulée. Et il y a un autre moment complètement dingue, parce qu'on pourra parler peut-être de Jamal Murray, mais ce qui m'inquiète, c'est, je trouve, Jamal Murray fait pas preuve de présence d'esprit dans les moments décisifs. Il y a un moment notamment où, sans que tu comprennes pourquoi, il y a Bogdanovic qui défend sur lui. Il est manifestement parti pour jouer en 1 contre 1. Il fait venir un mec pour switcher, pour changer de défenseur. Il fait venir le mec sur qui défend Kawhi Leonard. Il fait venir Kawhi. Et il se retrouve dans une situation, t'as l'impression que c'est au moment où il est face à Kawhi qu'il se dit « Ah non, merde, c'était mieux avec Bogdanovic ». Il est obligé de se débarrasser de la balle, à tel point que 2 possessions plus tard, il monte la balle et Jokic lui dit quel mec il doit faire venir pour switcher sur lui, quoi. Je sais que le terme de charge mentale est certainement parfois, est beaucoup utilisé en ce moment, mais la charge mentale de Nikola Jokic, c'est un truc de maladement, c'est complètement dingue, quoi. Murray, il a mis 2 tirs importants qui sauvent son match. Ouais. Non, mais il a mis des gros tirs aussi. Après, son équipe menait de toute façon assez nettement, mais pour Denver, pour la suite, il faut que Murray il hausse le ton, en fait. En termes de réussite, en termes de tout, de présence d'esprit. Tu sais qu'à Denver, tu n'as pas de deuxième All-Star, donc ça a besoin d'un grand Murray. Surtout qu'Aaron Gordon est quand même excellent dans l'ensemble depuis le début de la série sur les 4 matchs. Donc tu as besoin d'un très bon Murray et pour l'instant, c'est un peu limite, moi, je trouve. Mais il met des shoots clutch. Après, cela dit, par contre, il met des shoots clutch. Il met des shoots clutch quand il faut. Et ça peut être ce qui compte, tu vois. Mais tu peux t'éviter. C'est comme pour les Lakers l'an dernier, en fait. C'est comme pour les Lakers l'an dernier. Tu vois, quand ils battent les Lakers l'an dernier, Murray, il est clutch, mais il est cata pendant 3 quarts temps. Et tu as envie de dire, mais mec, si tu n'étais pas à l'ouest pendant 3 quarts temps, il n'y aurait même pas besoin de mettre des shoots clutch, tu vois. En fait, sur clutch, c'est un mec clutch. Donc tu vois, finalement, quand il met ses tirs, je suis pas. Enfin, c'est bravo à lui, mais je suis pas surpris. C'est vraiment au niveau de la prise de décision et les choix, en fait, qu'il faut qu'il step up. Plus que plus que le fait de mettre ses paniers. Bien sûr, il faut qu'il mette ses paniers, mais faire des meilleurs choix au meilleur moment, quoi. Ça découle, en fait, ça va ensemble. Tu vois, c'était meilleure sélection de tirs, meilleur match-up, etc. Est-ce qu'on veut rajouter quelque chose sur les Clippers? Comme tu l'as dit, je crois que c'est toi, Théo, qui a dit que cette série, elle va jouer au mental. Non, c'est exactement ça, en fait. Là, faut que t'aies Los Angeles, parce que je pense quand même que c'est la meilleure équipe des deux, en fait. Ils n'ont pas le meilleur joueur de la série, mais Kawhi, il a un niveau exceptionnel et ils ont la meilleure équipe. Il y a pas de doute, tu vois. Sur plein de choses, ils ont le meilleur coach. Il y a plein de passages. Même Ben Simmons, au final, il a joué que 7 minutes. Défensivement, il était très bon. Et défensivement, il était excellent. Et moi, c'est quoi? Ces 7 minutes, j'y ai cru, en fait, là. Je me suis dit, mais attends, il est en train de se remettre en confiance, en fait, le Boug. Tu vois, il fait preuve d'activité. Il y a un truc, il est dedans. Même en attaque, il vient poser ses écrans, il joue son rôle. Je me suis dit, laisse-le un peu plus, on va revoir. Il tente même 1 ou 2 passes. Je sais pas, je crois que ça mène pas à des paniers. Je crois qu'il finit avec 0 passe d'ess. Mais tu vois, il y a un truc. Je me dis, oula, laisse-le un petit peu. Et tu vas peut-être avoir un joueur là qui se révèle. Parce qu'en fait, c'est quand même un ancien All-NBA, quoi. Il n'y a pas si longtemps, il est au NBA, en fait, Ben Simmons. Alors oui, il ne va pas devenir All-NBA à nouveau sur une campagne de playoff, mais je me suis dit, il y a un truc qui peut se développer, en fait. Si la confiance s'installe, ils ne l'ont pas relancé. Je trouvais ça un poil dommage. Et oui, moi, pareil, je l'ai trouvé excellent. Je l'ai trouvé superbe en défense sur ce passage-là. Ouais, c'est intéressant cette équipe des Clippers quand même. Parce qu'on a parlé de James Harden, on n'a pas beaucoup parlé de Kawhi, et lui aussi, à un moment où il a disparu quand même dans le jeu. C'est Norman Powell qui les a sauvés. Hein.
qui les a tenus, effectivement. Donc, Bogdanovic a fait son meilleur match. Ouais, C'était de quand la même pas un série. grand match, mais c'était son meilleur match. Au moins, il a été À un peu chaque fois. décisif. Enfin, c'est lui qui les fait quand il remonte les 22 points. Là, c'est lui à 1 minute et quelques qui remet Complètement. un panier qui les fait passer devant. Donc, Complètement, après, parce ce qu'il avait fait sur les premiers matchs, c'était cata. Là, au c'était moins, catastrophique. C'était vraiment catastrophique. Il les a enfoncés à chaque fois sur les matchs précédents avec Ouais. des pertes de balles vraiment assez folles. Donc, ouais, c'est. En fait, ce qui m'inquiète du côté des Nuggets, c'est là quand même, au-delà des minutes, ce que Jokic doit gérer match après match, c'est tellement. C'est titanesque. Donc, je sais pas s'il aura la ressource pour tenir. même Mais s'il encore, sort, c'est. s'ils sortent de cette série-là, la prochaine, elle va pas être marrante non plus. Hein, donc, Ils peuvent même pas penser à la suivante. Là, Ouais, là, là, tu peux même pas être concentré là, sur ça. faut que tu gagnes 2 matchs, quoi. Donc il y a ça. Et du côté des Clippers, c'est un petit peu le côté. Alors, est-ce que ils succomberont encore une fois à la malédiction ou pas, quoi. Est-ce que le match ce que je disais tout à l'heure de Harden, ça va se confirmer sur les matchs suivants? Est-ce que Kawhi va pouvoir retrouver son niveau hallucinant des premiers matchs, ou est-ce qu'il a déjà trop donné et que finalement ça faisait trop longtemps qu'il n'avait pas dû jouer autant de matchs importants avec un tel rendement? J'en sais rien du tout. En tout cas, la série, elle tient vraiment toutes ses promesses. Allez, on a fait le tour de toutes les séries. Il n'y aura pas de podcast aujourd'hui, du coup, vu que c'est un très long CQFR, mais il y en aura un demain. On a déjà notre thème, donc voilà. Demain, vous aurez un podcast dans l'après-midi. Il y aura aussi évidemment un CQFR avec les matchs de ce soir. Et ben, écoutez, d'ici là, bonne journée à tous. ciao, bonne Ciao. journée. Ciao, ciao. Game is out there, and it's either play or get played.